C'est en Asie que les conséquences du courant anticolonial né de la Seconde Guerre mondiale se font le plus immédiatement sentir. En 1945, le principe de l'indépendance de l'Inde, fleuron de l'Empire britannique, est acquis. C'est au début 1946 que le gouvernement travailliste prend la décision d'aller très rapidement vers l'indépendance. À l'époque, il la fixe pour 1948, ce qui paraît déjà extrêmement accéléré comme processus. Mais comme ensuite les négociations vont être bloquées à la suite des divergences en particulier entre le Congrès et la Ligue musulmane, on va accélérer les choses à partir de l'arrivée de Mountbatten comme dernier vice-roi en mars 1947, et on va faire cette décolonisation dans une extraordinaire précipitation, puisque Mountbatten arrive en mars, et que le 15 août 1947, l'Inde et le Pakistan sont devenus deux États indépendants. D'une façon générale, les Britanniques préfèrent éviter l'épreuve de force et s'attachent à concilier l'octroi de l'autonomie interne et le maintien de leur influence, notamment dans le domaine économique. C'est-à-dire que la colonisation a changé de visage. Au lieu d'être une colonisation où je prends ce qui m'intéresse et je pars avec, maintenant c'est l'agent commercial qui arrive avec sa petite sacoche, sa belle cravate et son costume 3 pièces et qui vient faire du négoce. Les colonies anglaises d'Asie du Sud se voient ainsi proposer l'indépendance en échange de leur adhésion au British Commonwealth of Nations. Cette association, créée en 1926, est ouverte à toutes les anciennes colonies britanniques et permet au Royaume-Uni de conserver des liens très étroits avec ces dernières, tant du point de vue de la politique étrangère que des questions militaires et économiques. La Birmanie accède à l'indépendance en 1947, mais contrairement à l'Inde et au Pakistan, refuse d'intégrer le Commonwealth. L'année suivante, c'est au tour de l'île de Ceylan de recouvrer son autonomie, dans le cadre d'un self-government intégré au Commonwealth. La décolonisation manquée de l'Indochine incite le pouvoir politique français à se montrer plus conciliant dans les territoires où l'agitation nationaliste gagne en intensité. Dans le protectorat de Tunisie notamment, les troubles se multiplient depuis 1952. Le 31 juillet 1954, lors de la rencontre de Carthage, Pierre Mendès France reconnaît l'autonomie interne de l'État tunisien. Des négociations sont entamées et aboutissent à l'indépendance totale du nouvel État le 20 mars 1956. La République tunisienne est officiellement proclamée le 25 juillet 1957 et le leader nationaliste Habib Bourguiba en est le premier président. Au Maroc, la France doit également faire face à un mouvement de lutte armée provoquant la guérilla urbaine. À l'été 1955, le gouvernement choisit de négocier avec le sultan Mohamed V, rentré d'un exil forcé. Le statut de protectorat est progressivement aboli et l'indépendance du Maroc est officiellement proclamée le 2 mars 1956. Le recul des gouvernements de la 4e République en Tunisie ne pouvait qu'encourager l'agitation des nationalistes algériens. Ce sont les événements d'Afrique du Nord et l'émergence des pays du tiers-monde qui contribuent à l'éveil des nationalismes en Afrique noire dans les années 50. Dans les possessions françaises, la marche vers l'indépendance est généralement consécutive d'une démarche progressive et pacifique. À la fin des années 40, ceux qui croient à l'indépendance, c'est quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor qui explique que la vocation de l'Afrique est de devenir indépendante un jour. Mais tous ces gens étaient très liés au Parti français. Senghor était très proche de la SFIO. Félix Houphouët-Boigny a été d'abord très proche de Thorez et du Parti communiste avant de se rallier à l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance de François Mitterrand. Ils étaient députés au Palais Bourbon ou membres du Conseil de la République, donc sénateurs. Enfin, ils étaient dans la politique française. Et on pourrait même dire qu'ils étaient dans la cuisine de la politique française. Et donc, en fait, c'est la guerre d'Algérie d'une part, et le retour du général de Gaulle d'autre part, qui va précipiter ce mouvement pour l'indépendance. Le processus s'accélère à partir de juin 1956, date à laquelle est votée par le Parlement français la loi cadre Defferre, qui institue une vie politique autonome dans les territoires d'outre-mer. 2 ans plus tard, le général de Gaulle leur offre le choix entre 3 options. Le statu quo colonial, la sécession ou l'indépendance, tout en conservant des liens de coopération avec la France.
En 1960, toutes les anciennes colonies d'Afrique noire choisissent la dernière solution, à l'exception de la Guinée qui s'est proclamée indépendante dès octobre 1958. Les colonies britanniques d'Afrique noire accèdent elles aussi à l'indépendance au terme d'un processus pacifique. Dès 1957, l'ancien protectorat du Gold Coast retrouve son autonomie, bientôt suivie par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda au cours des années 60. En Afrique anglaise, il y a le fait d'abord que beaucoup de soldats, on voit d'ailleurs aujourd'hui que dans les grandes capitales de l'Afrique anglophone, la plupart des camps militaires s'appellent Burma Camp, camp Birmanie. Donc là, beaucoup de ces soldats ont été en Asie. Donc ils avaient en tête, depuis 1946-47, l'indépendance de l'Inde. Pourquoi les Indiens? Pourquoi pas nous?